précarité et donc les maladies infectieuses, c'est vraiment le reflet de notre histoire contemporaine. La chute du mur de Berlin à la fin des années 80 nous a amené à prendre en charge des populations qu'on ne connaissait pas. D'abord, il y a eu beaucoup de jeunes toxicomanes en provenance de l'Europe de l'Est dans les années 90, avec des problématiques d'infection virale, VIH, VHC, et des problématiques de tuberculose qu'il a fallu prendre en charge, puis l'installation de camps de Rome. Et puis, à partir des années 2000, la migration trans-méditerranéenne qui a vraiment changé nos files actives et notre manière de prendre en charge les malades en maladies infectieuses, avec bien sûr les problématiques de la Syrie, mais juste avant, on avait toute la problématique autour de la Corne d'Afrique, des Soudanais, des Somaliens, des Érythréens qui traversaient via la Libye, avec une problématique de la tuberculose qui est redevenue au centre des soins de ces migrants. Je vous invite d'ailleurs à regarder un reportage récent qui passe sur Arte actuellement, sur ces camps de transit de migrants en Libye, et avec le témoignage de Médecins sans frontières qui a créé une unité de traitement de la tuberculose, parce qu'on ne comprenait pas très bien ce qui se passait en Libye quand on a vu arriver ces patients dans les années 2010, mais en fin de compte, l'enfermement auquel ils sont soumis dans des conditions nutritionnelles et d'aération, de promiscuité, fait que la tuberculose redevient un problème chez des jeunes migrants qui, normalement, n'auraient pas dû être malades, et donc ils l'attrapent bien en Libye. Et ils arrivent en France avec leur tuberculose très contagieuse, active, et on se doit d'apprendre et de comprendre pour bien les soigner. La problématique des mineurs accompagnés aussi, qui est un phénomène récent. Ce sont ces jeunes essentiellement en provenance de l'Afrique, subsaharienne, francophone pour notre territoire, qui sont mandatés par leur famille pour traverser la Méditerranée et s'implanter en France, y faire des études et avoir un métier pour ensuite aider la famille. Alors il y a d'autres provenances, mais sur Angers en tout cas c'est la majorité des mineurs qu'on accueille. Et puis les nouvelles problématiques liées au Covid, dont on n'a pas fini de parler, de comprendre et de prendre du recul sur ce thème. La précarité, c'est aussi la meilleure alliée des infections. On l'a vu ce matin avec M. Emmanueli. Pourquoi ? D'abord, qui dit précarité dit souvent promiscuité. Pourquoi est-ce que la Seine-Saint-Denis est un département aussi chaud pour le Covid ? Eh bien, c'est parce que les gens habitent très nombreux dans des espaces très petits. Donc la promiscuité conduit à la transmission des maladies. Les conduites à risque sont favorisées aussi par ces conditions de précarité, surtout économiques, on va y revenir tout à l'heure. Le manque d'hygiène, qui favorise les infections cutanées, la dénutrition, qui favorise les maladies infectieuses, en particulier la tuberculose, les troubles psychiatriques, qui non pas favorisent en tant que telles les maladies infectieuses, mais qui rendent compliqué l'accès aux soins, qui sont difficiles. On l'a aussi développé ce matin pour les populations en situation de précarité pour différents facteurs. Alors je vais faire un focus sur la tuberculose, qui est une pathologie bien décrite dans la littérature française du XIXe siècle, que pour beaucoup de personnes, c'est une pathologie qui est en voie de disparition. On va le voir que pas forcément. Il faut savoir qu'elle est 18 fois plus fréquente dans la population migrante. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le facteur Libye était probablement très important dans cette surreprésentation de la tuberculose, avec l'apparition depuis les années 2000 de souches résistantes au traitement classique de la tuberculose, ce qu'on va appeler comme XDR en langage médical, les souches XDR, donc avec des résistances aux antituberculeux majeurs qui vont nous poser des problématiques de soins importantes. Quand on a une tuberculose pulmonaire et contagieuse, eh bien on doit être isolé. Dans des territoires comme le nôtre, les lieux où on doit être isolé, c'est l'hôpital. Donc quand les patients ont une tuberculose ou contagieuse, eh bien ils vont dans un service de pneumologie, dans un service de maladies infectieuses, on les met en chambre seule, on leur demande de prendre un traitement et de rester isolés 15 jours minimum, parfois plus. Donc ça c'est la théorie, mais parfois assez difficile.
Ce sont des patients qui peuvent avoir des troubles psychiatriques, donc comprendre cet isolement, ça peut être impossible pour eux, qui ont des problématiques d'addiction qu'il va falloir prendre en charge pour les aider à supporter cet isolement, avec des barrières culturelles et parfois de la langue qui rend difficile ces prises en charge. Je vais, pour parler d'un exemple concret, je me souviens de ce patient qui était soudanais, qui, à l'époque, on n'avait pas encore bien compris cette filière, c'était dans les années début 2010, je dirais, est arrivé donc du Soudan, via la Libye, via l'Italie, qui d'ailleurs avait fait sa demande d'asile en Italie, donc il était dans une situation administrative très compliquée, qui est arrivé à 42 kilos dans le service et qui avait donc une tuberculose contagieuse, avec, ça peut peut-être parler à certains médecins, 10 000 barres par chambre, quelque chose de vraiment très important, très contagieux, avec des atteintes digestives. Et puis ce patient, il a fallu l'hospitaliser et l'isoler. Ce qu'on a fait, on a essayé de traduire quelques explications. Et puis le soir, 2 soirs de suite, je le retrouve assis sur une chaise dans le couloir, pas du tout dans sa chambre. Je ne comprenais pas, j'ai expliqué à mes équipes, mais il doit rester dans sa chambre, ce patient. Il est très contagieux, ne le mettez pas dans le couloir. Et puis oui, mais c'est lui qui... Et en fin de compte, ce patient, il sortait d'un trajet libyen, d'un enfermement, comme vous pouvez le savoir, ça peut être plusieurs mois, avec torture. Et donc l'idée de se retrouver dans une chambre avec un docteur qui lui disait voilà, maintenant vous allez rester là, et ben ça lui rappelait tout ce passé carcéral vécu et tout ce trauma récent. Donc il a fallu lui expliquer, lui comprendre, lui faire comprendre que c'était parce qu'il était contagieux, mais que c'était pas quelque chose on lui demandait, mais il n'en était pas obligé, que s'il ne prenait pas son traitement, ça allait être très grave pour lui, mais là non plus, qu'il n'y avait pas d'obligation, qu'on n'était pas dans une dictature, et en lui passant ce genre de message très très simple, il a accepté les soins, et il a guéri, il fait maintenant, je crois, 120 kilos. Donc la tuberculose en France, c'est 5500 cas par an, une incidence bien plus forte en Île-de-France, surprésentation de la population migrante, promiscuité, les facteurs sont assez clairs. Il faut savoir que c'est une population de l'adulte jeune, 38%, avec 63% qui sont nés à l'étranger. Et 80% arrivés en France depuis moins de 2 ans. C'est des chiffres importants quand on organise la lutte anti-tuberculose. Ça veut dire que ce sont des populations qui devraient pouvoir bénéficier d'un dépistage, surtout après les parcours dont je vous ai parlé. Je vais enlever mon masque, ce sera quand même plus simple. La localisation elle est pulmonaire dans 71%, donc ça veut dire, qui dit localisation pulmonaire, dit forme contagieuse. Sur cette courbe que vous pouvez... donc c'est les sources Santé publique France, ce sont les chiffres concernant la tuberculose en France, l'évolution, avec, c'est un petit peu flouté, les formes pulmonaires en bleu, le chiffre total en rouge, et vous voyez qu'effectivement c'était une maladie qui était en régression sur le territoire français, en telle régression qu'on a même supprimé le BCG, vous vous souvenez, le caractère obligatoire du BCG, c'était sur ces chiffres-là. Sauf que on s'aperçoit que depuis les années 2010, ces chiffres stagnent, voire remontent. Et il faut clairement, pour moi, c'est en rapport avec le phénomène migratoire, en tout cas c'est ma pratique, et qu'il va falloir rester attentif sur cette pathologie. Alors, tuberculose, la question se pose de soins contraints. En tout cas, dans certains pays, il y a une législation qui permet des soins contraints, en tout cas de tuberculose contagieuse. Elle est réclamée par certaines sociétés savantes. La Société française de pneumologie a plusieurs fois réclamé la possibilité d'avoir des soins contraints en cas de tuberculose. Alors, ces 2 paragraphes-là, dont je vais parler, c'est avant le Covid.
je suis incapable d'analyser la législation actuelle. Il y a eu beaucoup de textes de loi, en tout cas qui sont hors de portée pour moi. Je vais vous parler de ce qu'il y avait avant. Donc il existe une législation sur les menaces sanitaires graves qui peuvent être mobilisées en cas justement de menaces d'épidémie. Le ministre de la Santé peut être habilité à prendre toute mesure proportionnée au risque encouru et approprié en circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences de la menace sur la santé des populations. Donc il peut habiliter le préfet à prendre ces mesures et théoriquement y compris des mesures de confinement, voire d'obligation de soins, sous contrôle du juge administratif. Et cette législation, avant le Covid, a été mise en œuvre une seule fois. Il existait, donc c'est dans la région toulousaine, un patient porteur d'une forme pulmonaire de tuberculose résistante. XDR, ce sont des tuberculoses avec des tuberculoses contagieuses, enfin des tuberculoses résistantes aux antituberculeux majeurs. Ce patient refusait de suivre les mesures de protection individuelle et, malgré les recommandations médicales, refusait à la fois de s'isoler et de se soigner. Il y a eu une saisie du ministre par le DG ARS de la région Midi-Pyrénées qui a permis un arrêté ministériel qui a habilité le préfet à prendre justement des mesures pour permettre l'isolement de ce patient. À ma connaissance, c'était la seule situation en France qui a permis cela autour des maladies transmissibles, avant le Covid. La tuberculose, comme je vous le disais, une tuberculose pulmonaire, c'est 15 jours minimum d'isolement, donc dans une chambre d'hôpital. Dans des régions comme la nôtre, en région parisienne, il y a des centres un petit peu spécifiques qui existent dans nos régions de faible prévalence. Ça se passe dans les services de pneumologie et de maladies infectieuses. C'est pas rien, 15 jours d'isolement, pas sortir de sa chambre pour un patient. Et en regardant un petit peu la littérature, j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien. Pourtant, on est en maladies infectieuses, on a accès à 3-4 congrès français par an, une dizaine de congrès internationaux. Donc on pourrait s'intéresser à ce sujet. Et finalement, concernant la tuberculose, j'ai pas vu grand-chose, si ce n'est un papier présenté dans le Congrès national d'infectiologie en 2009, où quelqu'un s'est entretenu avec ses patients en isolement, et on pouvait bien voir que l'isolement ravivait, comme ce qui avait été vécu avec ce patient dont je vous ai raconté l'histoire, des sentiments confus et complexes d'enfermement, d'exclusion, de solitude, de culpabilité et de honte, qui plongent le sujet dans un vécu peuplé d'angoisse liée à l'âge, à la culture et à son histoire. C'est vraiment clairement ce que j'avais pu observer avec ce patient. Donc, il est important qu'on puisse travailler sur le soutien psychologique de ces patients, leur proposer des activités, essayer de leur proposer des sorties, ce qui n'est clairement pas la priorité dans les services de médecine tels qu'on le fait actuellement. J'ai entendu parler de médiation. Je pense que de la médiation culturelle dans cette situation serait vraiment bienvenue. Toujours pour la tuberculose, sachez que le traitement peut être long. Classiquement, une tuberculose pulmonaire non résistante, c'est 6 mois de traitement. Mais à partir du moment où il y a des résistantes ou des formes un petit peu complexes ou une immunodépression, on va prolonger le traitement et ça peut être parfois jusqu'à 18 mois, voire 2 ans, avec des traitements mal supportés. Sur les formes résistantes, ce sont vraiment parfois des vieux traitements, des injections, des troubles digestifs. Et donc pour maintenir ces patients dans le soin, c'est une véritable gageure, surtout quand s'y ajoutent les problématiques spécifiques de la précarité. Voilà ce focus sur la tuberculose qui est vraiment pour moi l'exemple pouvant illustrer l'injonction de soins, le consentement dans les maladies transmissibles. Deuxième sujet pour lequel je voulais faire un petit focus,
ce sont le sujet des infections cutanées, clairement liées aussi à la précarité, avec 3 pathologies que je voulais citer. La furonculose, je sais qu'il y a des rennais dans la salle, il y a des staphylocoques particulièrement virulents, producteurs de facteurs de virulence, qui ont un joli nom, d'ailleurs, ce sont les staphylocoques producteurs de toxines de Pantone et Valentin, qui occasionnent des petites épidémies dans les milieux fermés, à hygiène précaire, et qu'on a pu observer dans le milieu SDF rennais. Donc ça donne des furoncles, mais parfois des pathologies beaucoup plus graves, des pneumopathies, des infections osseuses, des sepsis. C'est caractéristique de certains milieux SDF, dans certains milieux carcérales aussi. Il existe une décontamination possible, donc ce sont des pathologies, si les soins d'hygiène et des soins de décontamination appropriés sont proposés, qui peuvent disparaître. On parle aussi de pédiculose, qui peuvent transmettre certaines maladies. Il y a eu des épidémies de fièvre de tranchée chez les SDF marseillais. L'équipe d'infectiologie, maintenant bien connue, bien célèbre de la basse en effet, une spécialité, en prélevant les SDF marseillais dans des conditions éthiques parfois limites. Mais c'est possible, et là aussi, ça peut être des pathologies graves qui, par un accès aux soins d'hygiène, peuvent être limitées, sans parler de la gale, qu'on a même connue ici sur Angers, dans les foyers de SDF, donc transmissible par la promiscuité et pourvoyeur de surinfection. Quelques mots sur les hépatites virales. Que ce soit la B ou la C, elles ont une incidence multipliée par 3 en cas de précarité. Pour l'hépatite C, on a fait de gros progrès. Il y a maintenant des campagnes de dépistage organisées et un traitement accessible qui, je rappelle, est curatif, certes cher, mais curatif. Pour l'hépatite B, eh bien, à ma connaissance, il n'y a aucune campagne de dépistage systématique, alors qu'on sait bien, surtout sur les populations de jeunes migrants où la prévalence est très élevée, on va le revoir dans l'étude que je vais vous présenter tout à l'heure, eh bien, pas dépister une hépatite B à l'âge de 18, 20 ou 24 ans, c'est les exposer 20 ans plus tard à une cirrhose, un cancer du foie. Je rappelle que c'est une maladie qui est traitable et évitable par le vaccin. Un petit mot sur le VIH. Donc, je rappelle que le VIH est l'ami de la tuberculose, ce sont des co-infections bien en lien, c'est aussi l'ami des hépatites, donc tout ça est parfois regroupé, et d'où la nécessité d'un dépistage global, qui est malheureusement insuffisamment fait en France, où on se retrouve régulièrement avec des patients qui ont été dépistés pour l'hépatite C, mais pas pour l'hépatite B ni pour le VIH, ou l'inverse, et en tout cas pratiquement jamais pour la tuberculose, les hépatites et le VIH. Il faut vraiment qu'on change notre paradigme de dépistage et qu'on arrive à une stratégie plus globale. Et je vais vous citer une étude qui fait date dans l'histoire pour comprendre notre épidémie VIH actuelle, qui, les nouvelles infections concernent pour moitié les milieux HSH et l'autre moitié les milieux migrants, avec une proportion qui s'est un peu basculée du côté des découvertes dans les milieux migrants. Or, c'est un milieu qui est mal organisé, pour lequel on a du mal à atteindre pour permettre un dépistage correct. Et donc, on a très peu de données. Et cette étude parcours nous a permis de comprendre que entre 30 et 50% des femmes séropositives se sont infectées en France. Or, on a tous en tête qu'elles arrivent avec leur pathologie. Eh bien non, elles s'infectent en France. Alors c'est une étude complexe sur le plan méthodologique, qui ont essayé de reprendre les parcours de vie des patientes nouvellement dépistées en croisant avec des marqueurs sérologiques. Et ça fait écho à la courbe qui est juste en dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est quand même un peu flouté, qui montre, sur ce graphique, vous avez le nombre d'années qu'il faut pour un migrant pour avoir
les 3 éléments qui vont les faire sortir de cette précarité: un logement particulier, un travail et une situation administrative régularisée. Et bien ça ne se fait pas au bout d'1 an, ça ne se fait pas au bout de 2 ans, ça se fait au bout de 10, 14 ans. Donc c'est très très long. Et les femmes, elles s'infectent à cause de cette précarité, parce qu'elles n'ont pas leur logement propre, elles doivent être dépendantes de plusieurs personnes, et forcément, ça les met en situation d'insécurité et de rapports sexuels parfois forcés. Pour le VIH, on va parler de le thème, c'était soins contraints. Je rappelle qu'il y a longtemps, certes, dans les années 80, certains ne s'en souviennent plus, mais des candidats à l'élection présidentielle mettaient dans leur programme le projet de SIDatorium, d'enfermer les personnes séropositives pour éviter qu'elles contaminent la population. Il faut l'avoir en tête. On sait maintenant qu'une personne séropositive, une fois qu'elle est traitée, là aussi, c'est pas une notion qui est suffisamment diffusée dans la population générale. Une personne séropositive, une fois qu'elle est traitée et qu'elle est indétectable, elle n'est pas contagieuse. Or, en France, notre système de soins, qui est un bon système de soins, permet à 90 à 95% en fonction des patients, en fonction des régions, qui sont sous traitement, d'être indétectables. C'est-à-dire qu'on a des traitements efficaces que les patients prennent. Et une fois qu'ils sont détectables, ils ne sont pas contagieux. Alors c'est facile de leur proposer un traitement, mais encore faut-il des années dans le système de soins. Et bien là aussi en France on est plutôt bon, puisque 90% des personnes détectées sont traitées. Là où on est un peu moins bon, c'est sur le dépistage. Ce sont des chiffres qui sont exemplaires, que lorsqu'on voit dans des congrès internationaux sur cette pathologie, il y a peu de pays qui arrivent à avoir des chiffres aussi bons. Aux États-Unis, on est plutôt sur des chiffres de 60%. Ça veut dire que les gens sont dépistés, mais ils n'arrivent pas à rester dans le système de soins. Et c'est ce qu'on arrive à faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de contraintes. Une fois que si on a un système de soins adapté à ces populations, on arrive à les traiter et à les traiter efficacement. Pour conclure, je vais vous présenter un projet qu'on a mené avec 2 personnes qui ne sont pas présentes, mais que je vais citer, qui est le docteur Anne-Marie Binder, qui était médecin au conseil départemental, que certains d'entre vous connaissent sûrement, et le docteur De Gentil, parasitologue, à laquelle la passe aussi, dont j'ai aussi participé. C'était le projet Passeport Santé. Lorsqu'on a vu arriver les cohortes de MNA de plus en plus nombreuses au cours des années 2010, on a essayé de leur proposer un parcours de soins le plus adapté possible, avec des éléments de prévention, ce qu'on appelle le passeport santé. Le protocole de soins a été le suivant. Il y avait un premier entretien avec interprétariat qui leur expliquait justement ce qui allait se passer. La deuxième étape, c'était un bilan standardisé avec un gros bilan sanguin qui nous permettait de faire le point sur à la fois leur état de santé général, l'absence d'anémie, l'absence d'anomalies hépatiques et puis le dépistage de plusieurs pathologies transmissibles. Un passage au CLAT qui, à l'époque, dépendait du conseil départemental. Et puis ensuite, on regroupait tous ces éléments au cours d'une consultation de remise de résultats au CHU. On a essayé d'avoir quelques données sur cette population. Sur une année, en 2017, on a recueilli les informations concernant 24 MNA inclus dans ce système, dans ce parcours de soins. 124. L'âge moyen était d'à peu près 15-16 ans. Des garçons, dans l'immense majorité, on sait très bien que ces MNA, ce sont des garçons. En tout cas, pour la région d'Angers, ils sont essentiellement originaires d'Afrique subsaharienne, l'Afrique francophone, Mali, Guinée, essentiellement Côte d'Ivoire. Ils ont transité par d'autres pays, en 87% et 44% par la Libye. Ça veut dire qu'ils ont connu ce parcours extrêmement traumatique qu'est le passage par la Libye. Et d'ailleurs, 50% ont subi des violences pendant le parcours migratoire.
Je voyais les photos de M. Emmanueli tout à l'heure avec les traces de lacération. Et ben c'est ce qu'on voit sur certains corps de MNA lorsqu'on les examine. On voit vraiment des traces de torture et c'est fréquent en consultation. Donc sur l'entretien initial, il faut prendre son temps, adapter son langage, avoir accès à une traduction de qualité, et c'est vraiment majeur. Donc, on a utilisé ISM Interprétariat, WebTira lorsque cela était possible, mais c'est vraiment majeur. On ne peut pas faire de la médecine sans traduction auprès de ces populations. Et puis obtenir leur consentement. Qui reste obligatoire, je le rappelle un peu plus bas, là, pour la sérologie VIH, au vu de la circulaire de 87. Le prélèvement dans la population migrante, c'est vraiment vécu comme un acte traumatisant, surtout qu'avec le bilan qu'on leur propose, on leur prélève 10 tubes de sang qu'ils ont l'impression d'être saignés. Et dans l'imaginaire de ces jeunes, le sang, c'est quelque chose de précieux c'est un capital qui ne se reforme pas. Donc tout ce qu'on leur a retiré, ce sera tout ça de force en moins pour la suite de leur parcours. Donc il faut vraiment bien leur expliquer que le sang, ça se produit dans des machines, dans notre corps. En tout cas, il faut éviter de multiplier les prélèvements parce que là, ça se passe mal et ils commencent à être un peu réfractaires à ce qu'on leur propose. Qu'est-ce qu'on a trouvé en termes de pathologie infectieuse? Eh bien, dans 70%, on a trouvé une bilharziose. Alors, peu de personnes connaissent cette pathologie. C'est quelque chose qu'ils ont probablement attrapé dans leur enfance en fréquentant, en se baignant dans les rivières ou en marchant pieds nus. C'est un parasite qui va coloniser les voies urinaires et digestives, qui dans la majorité des cas ne donne pas de symptômes, si ce n'est parfois des hématuries. Les hématuries, c'est du sang dans les urines. Mais si on ne le dépiste pas, eh bien, ça peut, 20-30 années plus tard, donner des cancers de la vessie, ça peut donner des fibroses hépatiques et même des insuffisances rénales, alors que le traitement est très très simple, c'est un seul comprimé d'antiparasitaire. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de pouvoir proposer un dépistage de cette pathologie spécifique à ces jeunes de 15-16 ans, ce qui n'est pratiquement jamais fait, en tout cas dans le reste de la population migrante. Dans 20% des cas, on avait retrouvé une tuberculose latente, donc c'est-à-dire pas une tuberculose maladie contagieuse, mais on avait des marqueurs comme quoi ils avaient été en contact avec le microbe de la tuberculose. Dans 8% des cas, on avait retrouvé une hépatite B active, c'est-à-dire une hépatite B avec présence de virus dans le sang, donc non seulement ils étaient infectés, mais en plus ils étaient potentiellement contagieux. Et puis, dans 2% des cas, une tuberculose maladie. Donc toutes ces maladies sont traitables, accessibles à un suivi. Lors de la consultation avec remise des résultats, eh bien, là aussi, qu'est-ce que c'est leur annoncer une maladie qu'ils ne ressentent pas? Leur annoncer qu'ils ont une hépatite B, qu'il va falloir qu'ils aient un suivi spécifique pour cela, alors qu'eux, ils se sentent parfaitement en forme, c'est compliqué. Leur parler de cancer alors qu'ils ont 15 ans et qu'ils arrivent de Guinée, c'est compliqué aussi. Donc il faut trouver le vocabulaire adapté. C'est la même chose, je vais parler de l'hépatite, mais c'est la même chose pour la tuberculose latente. Ils se sentent en pleine santé, et puis parfois, lorsqu'on leur découvre une séropositivité, dans ces populations-là, c'est arrivé quand même assez peu fréquemment. De toute mon expérience, on a eu 2 ou 3, peut-être 3 découvertes de patients VIH. D'ailleurs, pour eux, clairement, dans leur tête, l'annonce d'une séropositivité, ça se retrouve chez les migrants plus âgés, c'est la mort. Hein. On leur annonce leur mort. Pour eux, il n'y a pas de traitement, efficace. Donc il faut absolument déconstruire ces clichés si on veut qu'ils adhèrent aux soins, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont très efficaces, plutôt simples, avec l'évolution des traitements antirétroviraux. Et puis, dans le dépistage, on fait une électrophorèse de l'hémoglobine. De temps en temps, on leur trouve une drépanocytose hétérozygote, ce qui n'a pas d'implication clinique, mais ça veut dire qu'ils vont pouvoir peut-être transmettre ce gène. Qu'est-ce que, pour eux, à 15-16 ans, quelle signification donner à ça? Pas grand-chose.
Donc il faut adapter, ce sont des entretiens pour lesquels il faut trouver le vocabulaire adéquat, prendre le temps, et puis voilà, être pédagogue. Ce qui me manque en fait, c'est de savoir ce qu'ils ont compris. Ça, j'ai jamais fait d'études sur savoir ce qu'ils avaient réellement compris après ces entretiens d'annonce. Mais globalement, en tout cas, quand on leur proposait des consultations suivies par rapport aux différentes pathologies dépistées, ils venaient. Parfois, il y avait plusieurs spécialités concernées, entre les pathologues, l'infectiologue pour éventuellement le traitement d'une tuberculose à distance, l'orthopédiste parce qu'il y avait des fractures après à mal soigner après leur parcours migratoire. Mais c'est une population qui, une fois qu'on leur proposait des soins et qu'on leur expliquait, était plutôt adhérente. Donc la maladie, l'annonce d'une maladie, je vous ai parlé de l'annonce d'une séropositivité qui était particulièrement difficile. C'est vécu comme une punition divine. Donc il faut bien peser ces mots parce que ils ont été mandatés, ces jeunes. On leur a demandé d'aller permettre toute la famille s'est cotisée pour permettre leur passage en vue d'une vie meilleure. Ils ont été mandatés et leur annoncer une maladie, ça veut dire que leur contrat ne va pas pouvoir être relevé, qu'ils ont eu un mauvais sort, qu'ils vivent vraiment ça comme une punition divine après ce parcours très très difficile qu'on vous a décrit. Donc là aussi, il faut temporiser et trouver les mots pour bien expliquer l'urgence et les implications de tout ça. On leur proposait aussi une vaccination contre tous les vaccins du calendrier vaccinal français. Cette vaccination était plutôt bien acceptée, notifiée dans le passeport. Et puis, on peut en discuter parce que lorsque j'ai présenté ce travail en congrès, il y a eu beaucoup de remous sur ce point-là. À la fin de leur parcours de santé, ils avaient une attestation qu'ils pouvaient joindre à leur dossier administratif à leur majorité. Vous savez qu'à 18 ans, ils doivent repasser par la case préfecture pour savoir si ils vont pouvoir rester en France ou pas. Et le conseil départemental éditait une attestation de parcours de soins. On peut en débattre. Je comprends que ça puisse soulever certaines interrogations, mais c'était ce qui avait été choisi. Donc, injonction de soins en pathologie infectieuse, moi je parlerais plutôt de dépistage. Quand on arrive à dépister ces populations, quand on va vers ces populations, eh bien, en milieu neutre, avec un libre choix éclairé, avec un accompagnement pour les résultats et leur prise en charge, un accompagnement adapté, une traduction, voire une médiation culturelle, eh bien, on y arrive. Je pense que l'exemple du VIH, c'est un très très bon exemple sur ce qui peut se faire en France. L'injonction de soins, elle est possible, mais elle doit vraiment rester exceptionnelle. Ça, c'était avant 2020. Entre-temps, il y a eu le Covid. Et je pense que tout ce que je viens de dire doit être revu via ce prisme. Je n'ai pas pu m'empêcher, en tant qu'infectiologue, de dire qu'il était pour moi urgent, même si les tics et les discussions qu'on a là, justement, se placent en dehors d'une forme d'urgence, mais pour moi, il est urgent qu'on prenne du recul sur ce qu'on a pu faire pendant l'épidémie de Covid. Donc j'étais infectiologue, j'étais au cœur du réacteur. En mars 2020, il y avait 4 ou 7, c'était tout au début de l'épidémie, quand on avait les premiers cas positifs, il y a eu des articles de presse là-dessus. J'ai hospitalisé pendant pratiquement 3 semaines des personnes qui n'avaient aucun symptôme à la demande des autorités administratives. Voilà, c'est ce que j'ai fait, je n'en suis pas très fière. Ces personnes demandaient à sortir de l'hôpital, je leur disais non, à la demande des autorités administratives. En mars 2020, toujours, il y a eu quelques cas de députés Covid. Il y a eu un petit cluster à l'Assemblée nationale. J'ai reçu un mail de l'administration me demandant d'informer les autorités sanitaires en cas, parce que les infectiologues recevaient tous les cas positifs de manière journalière de la part du laboratoire. On nous demandait d'informer l'administration en cas de résultats positifs de personnalités connues. Sur le plan déontologie, je ne sais pas très bien ce qu'on a fait. Sans parler du confinement qu'on a tous connu, des obligations d'isolement avec contrôle de police dans certains territoires.
Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir digérer et sur lesquelles il va falloir qu'on discute parce que qu'une situation d'urgence amène à des entorses déontologiques ou des entorses éthiques, on peut peut-être le comprendre. On était tous un peu paniqués, l'administration aussi, mais qu'on ne prenne pas le recul sur ça et qu'on ne débriefe pas après, ça je pense que c'est plus grave. Et c'est le rôle des sociétés éthiques comme la vôtre pour la suite. Voilà, je vous remercie. Vous avez des questions ? Oui. J'avais entendu parler de tuberculose résistante en provenance des pays de l'Est. J'avais entendu parler de tuberculose résistante en provenance des pays de l'Est. Oui, tout à fait. Russie, Géorgie, oui. Oui, c'est vrai, ça fait partie des conséquences de la chute du mur. C'est vrai que les anciens pays de l'Est sont des foyers de tuberculose très actifs, avec des traitements qui souvent n'ont pas pu être correctement donnés, et ça aboutit à la résistance de certains clones de tuberculose. Alors au début c'était résistance à un médicament, puis parfois 2 médicaments, et dans certains pays, en Géorgie ou en URSS, il y a des clusters de tuberculose qui sont devenus complètement résistants. Et ces patients-là, ils ont bien compris que pour se faire soigner, il ne fallait pas rester en Géorgie, et c'est quand même plus intéressant d'aller chercher des soins ailleurs. Ils sont venus chercher des soins en France. Pour les Géorgiens, c'est pour ça que la Pitié, par exemple, ou le CHU de Rennes sont connus pour ça, pour le traitement des tuberculoses résistantes. Après, sur le plan mondial, là où il y a le plus de tuberculose résistante, il faut garder l'échelle des mesures, ça reste l'Inde et la Chine, en raison là aussi des promiscuités de la population. Mais en tout cas, il y a une vraie migration de soins sur cette thématique-là. Et donc, tu as réussi à trouver une position entre l'injonction et le consentement, par exemple tuberculose active, je refuse de me faire soigner, je retourne dans un centre d'hébergement. Je pense que ça doit rester une mesure administrative, ça doit rester vraiment une exception. Je n'ai pas vécu de l'intérieur ce seul cas qui a eu lieu en Midi-Pyrénées, qui a donné lieu à une procédure administrative. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais eu besoin, que ce soit sur le VIH ou que ce soit sur la tuberculose, à arriver à des telles extrémités. L'explication, la patience, la prise en charge multidisciplinaire, dans la majorité des cas, permettent une adhésion aux soins. Et vraiment, je répète, le VIH, c'est quand même un très très bon exemple pour ça. Oui, si je peux ajouter quelque chose, moi, je n'ai pas très bien écouté ce matin, parce que le Covid n'a jamais permis un internement administratif. Oui, dans la police administrative, c'est toujours ce que je vous disais, les rapports entre liberté et ordre public. Le Covid n'a pas permis d'internement administratif. Simplement, il a obligé les gens à rester isolés chez eux. Alors effectivement, s'ils n'avaient pas de chez eux, puisqu'ils ne pouvaient plus être dans la rue, là, il y a eu un problème. Mais uniquement pour les SDF. Et ce qui a été fait d'obliger les SDF à... Ça, c'est de l'infradroit, c'est pas du tout du droit. Hein. Quand on a parqué 70 SDF ici dans un... Je ne sais plus si c'est le Formule 1 ou première classe à Beaucouzé, ça n'a pas été du tout un élément juridique, si vous voulez. Par ailleurs, les gens auraient pu faire des recours et sortir, parce que si vous comparez avec la législation sur l'hospitalisation aujourd'hui, à la demande d'un tiers, enfin la SVDT et je ne sais plus comment, bon, vous ne pouvez plus garder des gens sans en référer au juge. C'est exactement pareil pour tout. Dès lors qu'on a donné aujourd'hui au juge judiciaire le pouvoir de contrôler les libertés de toute personne hospitalisée, même en psychiatrie, a fortiori, vous l'avez pour une personne qui n'est pas
qui est hospitalisé à l'insu de son plein gré. C'est exactement ça. J'avais aucun cadre administratif, simplement on me demandait de ne pas les faire sortir. Donc je disais aux patients, on me demande de Moi, pas. je suis sûr que vous auriez fait ça à moi, vous auriez des recours. Ça, c'est l'abus de pouvoir des ARS. Elle était quand même très forte, aidée par les préfets. Mais le Covid, oui, en fait, dans le Covid, vous avez une suite de lois. La dernière, elle est du 5 août 2021. Et il y a un titre dans le Code de la santé, je crois que c'est l'article L3131, je ne sais pas quoi. Il faut les lire pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que le Covid, après, ça a été la panique. Donc vous avez eu un décret très rapide qui a confiné, puis une loi qui a été votée dans l'urgence dès le 23 mars. Après, vous avez eu des lois et des décisions du Conseil constitutionnel rendues certes à la hâte et à la hache, mais voilà. Puis j'avais une petite question, je ne sais pas ce que c'est que le HSH. Merci. C'est des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. C'est encore un acronyme médical. Je m'en doutais un peu, mais... HSH. Ça va y avoir...